va évidemment débriefer ensemble le débat Gabriel Attal, Jordan Bardella. Alors, dans un débat, il y a plusieurs grandes questions qui se posent en rhétorique et en sciences politiques. La question qui se pose en rhétorique, c'est qui a gagné? Qui est apparu d'un point de vue technique, rhétorique, dans le duel, qui est apparu comme le meilleur, le plus à l'aise, celui qui a mis l'autre le plus en difficulté, sachant que ça ne veut pas dire convaincre tout le monde. Dans un débat, de toute façon, les militants RN vont forcément trouver que c'est Bardella qui l'a emporté. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Quand tu es très investi dans une opinion que tu as, tu vas ne retenir que les informations qui te confortent dans ton sens pour ne pas avoir à changer d'avis. En rhétorique, gagner un débat, ça ne veut pas dire convaincre tout le monde, ça veut dire être celui qui a l'air de l'avoir emporté et qui donc est en mesure de convaincre ceux qui n'avaient pas forcément d'opinion très établie. Et la question qu'on se pose en sciences politiques, c'est quels sont les effets du débat? C'est pas parce que quelqu'un gagne que cette victoire va avoir des effets. Est-ce que ce débat, victorieux pour l'un ou pour l'autre ou match nul, est-ce que ce débat va avoir un impact sur les élections? Je vous spoil tout de suite la conclusion en sciences politiques. On n'a jamais réussi à mettre en évidence une influence claire du débat sur le vote. En l'occurrence, dans ce débat-là, son impact, non pas sur l'élection mais sur la vie politique française, il est déjà clair. Et on y reviendra tout à l'heure, ce sera ma conclusion. On va prendre le débat pour ce qu'il est, on va l'analyser, on va le regarder, on va se demander qui a gagné, qui a perdu. J'ai vu sur Twitter beaucoup de gens dire en vrai ex aequo. Moi, spoiler, je pense qu'il y a un vrai vainqueur. On va se regarder le débat, je vais le mettre en accéléré, mais on va quand même le regarder. Alors, on va pas fact-checker. Je vais rien fact-checker. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment la rhétorique, c'est pas le fact-check des arguments. C'est parti, mesdames, messieurs, le débat Gabriel Attal, Jordan Bardella. Je pense qu'au-delà de ça, ce sont non pas seulement deux visions, mais un projet et un bilan qui vont se faire face. Ce bilan, c'est celui de M. Attal, de M. Macron, de l'Europe de Macron, qui depuis maintenant 7 ans rogne le pouvoir d'achat des Français avec l'augmentation des prix de l'énergie, impose la submersion... Est-ce que vous remarquez quelque chose là maintenant, là chez Jordan Bardella? Il est effectivement très stressé, ça se voit au souffle court, il reprend son souffle beaucoup plus que de raison. Vous allez voir que Gabriel Attal, lui, est beaucoup plus à l'aise. Et face à cela, moi, je porte l'ambition de bâtir l'Europe du 21e siècle. Je la veux sur des réalités. Vous voyez, il y a vraiment du stress. Pourquoi j'ai accepté ce débat? Parce que on aura le 9 juin probablement les élections européennes les plus importantes de notre histoire. Parce qu'on le voit, le monde est à un moment de bascule comme il y en a rarement connu. Là, vous voyez un Gabriel Attal qui, lui, est plus à l'aise, tout simplement plus à l'aise. C'est la première chose qu'on peut dire, c'est que dans ce début de confrontation, il y en a un des deux qui est plus stressé que l'autre, ce qui ne présume pas encore de l'issue du débat. Si nous on a 150 000, j'ai pas terminé, on a 150 000 entreprises françaises qui exportent en Europe, qui gagnent des marchés publics dans d'autres pays européens. Vous dites, la France maintenant va réserver ses marchés publics en priorité aux entreprises françaises. Les autres pays européens vont faire exactement la même chose et nos entreprises vont perdre des marchés. En fait, Gabriel Attal, il a une équipe derrière qui lui a préparé des fiches contre-arguments pour contrer Jordan Bardella. Il est arrivé surpréparé. Le grand jeu de ces débats, c'est de donner l'impression qu'on est le plus intelligent, qu'on connaît le plus de choses, qu'on a le mieux travaillé. Bon, vous imaginez bien que ces exemples, Gabriel Attal, il vient pas de les sortir là comme ça en réfléchissant, genre à bâtonner, machin. Non, on lui a donné une fiche avec marqué « Attaque sur la préférence nationale ». L'argument, c'est de dire « Si vous réservez la préférence nationale pour les entreprises françaises en France, les autres pays d'Europe vont faire pareil, donc les entreprises françaises n'auront plus accès au marché public, donc telle entreprise ne pourront pas... vendre, gagner les marchés qu'elles ont gagnés dans les mois et les années passées. C'est quelqu'un qui lui a rédigé cet argumentaire. Gabriel Attal l'a appris par cœur. Il le ressort avec talent, hein. C'est très propre. Mais là, on est clairement sur du contre-argument appris par cœur. Là, c'est déjà terrible pour Jordan Bardella qui sent bien que sur tous les sujets, comme ses positions sont publiques, en face, il sent bien que dès maintenant, il va y avoir une opposition frontale et technique parce que simplement, il y a eu plusieurs personnes, je pense moi une team, et c'est normal, je serais surpris du contraire, une team de conseillers qui ont planché sur le contre-argumentaire. Couper les jambes de tout ça, c'est pas sérieux? Je peux vous répondre, vous ne m'avez pas répondu sur l'exemple de l'agriculture. Je vous dis qu'il y a aujourd'hui 75% du bœuf qui est consommé dans la restauration collective. Quand vous voulez pas répondre à une question, vous passez à un autre sujet. J'ai aucun problème. Là, il s'est passé un truc intéressant, vous l'avez peut-être pas vu, ça va être une constante du débat. Vous ne m'avez pas répondu sur l'exemple de l'agriculture. Je vous dis qu'il y a
Voilà, vous avez le petit sourire de Gabriel Attal. En fait, Gabriel Attal, c'est un tic, c'est un tel. Donc un tel en poker, c'est un tic que tu as et qui révèle quand tu bluffes pas. Et Gabriel Attal, il a un tel de malade qui n'est pas simplement un tel, qui est aussi une stratégie rhétorique, c'est presque de l'intimidation. Tant que en face, il y a le potentiel de voir émerger un contre-argument solide, il est poker face. Et dès qu'il voit son adversaire s'engager sur une ligne argumentative où il se sait avoir l'avantage, il sourit. Alors, c'est à la fois un tel, parce que du coup, ça donne une indication à l'autre qui est « je vais me prendre un contre-argument dans la poire ». En même temps, c'est une forme d'intimidation. C'est une manière de dire « ah ouais, non mais là, t'es tellement inefficace, mon gars ». Et enfin, c'est aussi une stratégie d'éthos, d'image. C'est une manière de montrer aux téléspectateurs et aux téléspectatrices qu'il est à l'aise dans le débat, qu'il est tranquille, qu'il est serein et qu'il n'est pas impressionné par son interlocuteur. Vous allez voir qu'il va utiliser ça pendant tout le débat. Progressivement, ça va lui donner une vraie, forte, grande apparence de mépris. Pour autant, c'est aussi cette stratégie et ce tic qui va lui permettre de donner l'impression de dominer d'un bout à l'autre du débat. Aujourd'hui, 75... Vous voyez, regardez, là, il voit Jordan Bardella s'engager sur l'agriculture. Je peux vous répondre, vous ne m'avez pas répondu sur l'exemple de l'agriculture. Je vous dis qu'il y a... Sourire. Ah, il va sur l'agriculture, pas de problème. Aujourd'hui, 75% du bœuf qui est consommé dans la restauration collective... Quand vous ne voulez pas répondre à une question, vous passez à un autre sujet. J'ai aucun problème. Et voilà. Petit sourire, je sais que j'ai le contre-argument, t'essayes de passer sur autre chose, mais quand vous voulez pas répondre, vous passez à un autre sujet. Sourire, t'as pas pris la bonne option, mon gars. J'ai la contre-attaque. J'assume ma position. Je souhaite que ceux qui produisent en France, et si on ne trouve pas le savoir-faire, qui produisent en Europe, aient une priorité dans l'action économique. Pourquoi ? Vous assumez le chacun pour soi. Mais je n'assume pas le chacun pour soi. Si. J'assume la fin de la naïveté. Est-ce que vous connaissez, Monsieur Attal, le taux d'ouverture de nos marchés publics à des prestataires extra-européens ? Il est de plus de 80%. Il est de 82%. Alors ça, c'est intéressant. La tactique utilisée par Jordan Bardella, c'est question directe à l'interlocuteur. C'est une tactique qui a été utilisée, presque inaugurée, par Valéry Giscard d'Estaing face à François Mitterrand. Valéry Giscard d'Estaing qui ne cessait de lui poser des questions directes. Soit l'autre n'a pas la réponse, tu le ridiculises, il passe pour un incompétent. Soit l'autre a la réponse et tu te mets quand même inconsciemment dans le costume de celui qui pose les questions et qui exige une réponse. Donc en fait, c'est un peu pile je gagne, face tu perds. Une des manières de répondre, c'est ce que fait ici Gabriel Attal. Il se trouve qu'il a les réponses et il balance la réponse du tac au tac comme ça. Genre, et il balance les réponses tellement vite qu'en fait, la tactique n'a même pas le temps de se mettre en place. On ne capte même presque pas que Jordan Bardella a posé une question. Gabriel Attal, parce qu'il a pour le coup la connaissance technique du dossier, il réussit à désamorcer complètement la tentative de Jordan Bardella. Mais gardez ça en tête, on y reviendra tout à l'heure. Il est de plus de 80%. Il est de 82%. Ouais. Est-ce que vous connaissez ce taux aux États-Unis ou au Japon ? Il est de l'ordre de 20%. Il est de 28% au Japon et de 32% aux États-Unis. Ça se passe bien, il répond du tac au tac, il a le chiffre, il ne cherche pas du tout, il répond avec une voix assurée. En faisant cela, il réussit à désamorcer la stratégie utilisée par Jordan Bardella. Lorsque vous avez spécifiquement un domaine dans lequel vous ne trouvez pas d'entreprises qui répondent à votre demande dans votre pays, pas sur la Roumanie, pas sur l'exemple roumain que vous avez donné. Vous avez évoqué. Moi, pardon, juste, je termine. En Roumanie, il y a des entreprises qui font des canalisations. Pardon, je n'ai pas compris ce que vous voulez faire. En Roumanie, il y a des entreprises qui font des canalisations, c'est un pays développé quand même. C'est douloureux pour Jordan Bardella. Troisièmement, il a raconté n'importe quoi sur le nucléaire, mais je vais vous répondre. Parlons du nucléaire, c'est très intéressant, parce que ça démontre là votre duplicité. Jordan Bardella, il a complètement modélisé Marine Le Pen, il parle comme elle, il a exactement les mêmes intonations, et sur certains endroits, c'est ultra clair. Vous avez ça chez tous les lieutenants politiques, vous retrouvez le ton de leur mentor en réalité. Souvenez-vous du moment où tous les socialistes parlaient comme Hollande, Valls et compagnie, ils avaient tous les mêmes pauses cheloues dans leur élocution que François Hollande qui met des silences dans sa phrase qui sont complètement à contre-temps et qui te font tanguer comme ça en tant qu'auditeur. Ils se sont retrouvés à tous faire la même chose, là, les Manuel Valls et compagnie. Chez Jordan Bardella, écoutez-le, ça illustre votre duplicité, on entend Marine Le Pen. C'est très intéressant, parce que ça démontre là votre duplicité. Cette attaque avec la dernière syllabe où l'appui est pas franc mais fuyant, ça démontre votre duplicité. Il y a un peu d'air à la fin.
Et ça, c'est du Marine Le Pen. Coupler le prix de l'électricité du prix du gaz. C'est faux. Et d'intégrer le prix du nucléaire. Si, c'est vrai. C'est faux. De le dire, c'est vrai. Là où votre Vous avez des Français qui ont vu leur facture baisser là. Marine Le Peut-être Pen, prenez les Français en 2022, à témoin, monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'il y a des Français qui ont vu leur facture d'électricité baisser depuis l'automne? C'est pas moi qui suis élu au Parlement européen, c'est vous. Donc vous devriez savoir. Et j'ai voté contre cette réforme vous devriez parce qu'elle ne rend pas à la France si vous l'avez lu, si vous l'avez lu, vous devriez savoir qu'elle entre en vigueur en 2026. Je n'ai pas besoin de la lire, monsieur. Je regarde la facture d'énergie des Français avant de voter, et des entreprises. Là, vraiment, c'est dur. Jordan Bardella, il se met dedans tout seul. Il a besoin de personne pour se ridiculiser. En fait, il fait vraiment du populisme. J'ai pas besoin de la lire pour savoir que la facture ne baisse pas. Oui, mais c'est quand même un peu dommage parce que t'es député européen, mon gars, tu vois. Donc, il emploie un argument qu'il pense être efficace pour son public, pour les gens qui le suivent, qui est de dire non, mais attendez, votre technocratie de Bruxelles. Moi, je vois la facture des Français, monsieur. On est en plein dans la démagogie. Sauf que derrière, la contre-attaque, elle est évidente. En fait, ça marche éventuellement en interview face à un intervieweur pas trop pugnace. Mais en débat, t'es sûr que tu vas te prendre un retour de bâton instantané. La contre-attaque, elle est évidente. La stratégie est pas du tout bonne. C'est un premier vrai point pour Gabriel Attal qui montre vraiment toute la légèreté en réalité de Jordan Bardella. Après, c'est sûr, j'ai envie de dire Jordan Bardella, comme il passe la moitié de son temps à faire des TikTok et l'autre moitié à la salle pour bien remplir ses costumes, après, t'as moins de temps pour lire les textes. Après, moi, je le comprends. Ça, pour le coup, quelque part, voilà, c'est pour ça. Mais mettez-vous à la place des Vous ne Français. lisez pas les lois avant de les voter. La réforme, elle rentre en vigueur. Regardez. Vous avez vu? Regardez la tête d'Attal. Vous devriez savoir et j'ai voté contre cette réforme parce qu'elle ne rend pas à la France si vous l'avez lu, vous devriez savoir qu'elle entre en vigueur en 2026. Je n'ai pas besoin de la lire, monsieur. Je regarde la facture d'énergie des Français avant de voter, et des entreprises. Mais mettez-vous à la place des Français. Vous ne lisez pas les lois avant de les voter. La réforme, elle rentre en vigueur en... Regardez-moi ça, comment il est content. Voilà, il sait qu'il a un avantage déterminant. Donc c'est normal qu'elle s'applique pas encore. Attal. Mais ça a été un combat. Pardon, je vous ai pas interrompu quand vous vous êtes longuement la stratégie, pardon, je ne vous ai pas interrompu, évidemment insupportable. Un spoiler, ils vont s'interrompre l'un et l'autre. Moi, je vais vous citer un ministre du gouvernement Philippe qui, en 2018, à propos du Rugy, a déclaré, 2 points, ouvrez les guillemets. Le rôle d'un ministre de l'Environnement, c'est qu'il soit capable de dire que notre objectif et de réduire la part du nucléaire dans l'énergie de la France et en même temps d'aller dans les centrales nucléaires qui vont fermer pour expliquer aux salariés pourquoi elles vont fermer. Qui était ce ministre? C'était moi, je vais vous dire. C'était vous, monsieur Attal. Totalement. C'est triste pour vous. Mais je vais vous en parler de cette déclaration. Alors notez ici, c'est triste pour vous. On va y revenir tout à l'heure. Là, en fait, ce que tente Jordan Bardella, c'est ce qu'on appelle un argument ad hominem. L'argument ad hominem, c'est ce qui permet de mettre l'autre en contradiction avec lui-même. Ça consiste pas à dire ta position aujourd'hui est mauvaise, mais ta position aujourd'hui est en contradiction avec ce que tu disais hier ou avec ce que tu dis par ailleurs ou avec ce que tu fais par ailleurs. C'est ce que tente ici Jordan Bardella. Alors, à juste titre, c'est vrai qu'il y a eu un changement de pied macroniste qui n'est pas assumé. On en parlait dans un précédent live. Il y a eu un changement de pied macroniste sur le nucléaire qui n'est pas assumé. Ils ont été beaucoup dans l'hésitation, beaucoup dans le « on ménage la chèvre et le chou », mais ils étaient quand même plutôt dans l'idée qu'il fallait réduire la part du nucléaire dans l'énergie. Et là, depuis un moment, ils ont fait leur conversion pro-nucléaire à fond, etc. Jordan Bardella a tout à fait raison de citer à Gabriel Attal une ancienne de ses propres déclarations où lui-même disait « Nous voulons réduire la part du nucléaire dans l'énergie, dans le mix énergétique français ». Cette attaque, elle aurait pu être dévastatrice. Gabriel Attal, en fait, il la contre avec la même stratégie que tout à l'heure, c'est-à-dire il prend les devants. C'était moi. C'est moi. Je vais vous dire pourquoi, je l'assume. À cet endroit-là, c'est là où ce que tu montres de toi-même a énormément d'importance. C'est le moment où tu te sens gêné et où tu te montres gêné que tu deviens gênant. Tant que tu restes très affirmé, très sûr de tes appuis, que tu ne montres que de l'assurance, eh bien, ça passe. Et là, c'est ce que tente de faire Attal. Il sait qu'il est en difficulté. Plutôt que d'être mi-figue, mi-raisin, de se prendre le coup, c'était vous. Monsieur Attal, il prend les devants. C'était moi, je vais vous dire pourquoi. C'est pas mal fait, il a effectivement beaucoup travaillé son ethos, l'image qu'il renvoie de lui-même. Le problème, c'est que bon, le coup, il va le prendre quand même malgré tout. Mais je vais vous en parler de cette déclaration, je vous très bien l'avoir dit. Vous savez, je suis pas comme vous, moi, à changer d'avis sur tout, à ne pas assumer des déclarations passées, à dire on veut sortir de l'Europe, finalement on veut rester dedans, on veut sortir de l'euro, finalement on veut rester dedans. Il amortit le choc, exactement. Ce que je veux montrer, c'est que vous avez cédé à l'air du temps. Et que pour faire plaisir, de manière irrationnelle, de manière dogmatique à peut-être Europe Écologie Les Verts,
Vous avez cédé à l'ère du temps, qui votre ancien parti, le Parti socialiste, a passé un accord. Là, vous avez vu le sourire de Gabriel Attal. Hein. On est sur une attaque qui n'est pas du tout bonne, hein, parce que bon, la fameuse proximité entre Europe Écologie Les Verts et le macronisme, on sent que là, il n'y a pas grand-chose derrière. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte à cause de la multiplication par 3, 4, 5, 6 ou 7 de la facture d'énergie et évidemment de la hausse des émissions. Parce qu'en fermant les centrales nucléaires, vous avez été contraint de rouvrir des centrales à charbon, comme ça a été le cas à Saint-Avold où j'étais il y a quelques jours. Je rappelle que nous sommes dans un débat qui... Le problème de Jordan Bardella, c'est qu'il a fait un énorme tunnel. Il y a une règle en stratégie du débat, c'est plus tu accumules un grand nombre d'arguments dans un même tour de parole, plus tu laisses à l'autre le choix du terrain sur lequel il va répondre. Bardella, il nous a fait 2 minutes de temps de parole en tunnel, en accumulant avec à l'intérieur un véritable millefeuille argumentatif. Hein, il a empilé les arguments les uns sur les autres. Ce que tu cherches, c'est évidemment à donner l'impression d'une accumulation. Tu cherches à donner l'impression d'une accumulation de preuves tellement inexorable que l'autre ne pourra pas s'en relever. Parfois, ça a marché. Hein. Souvenez-vous du moi président de la République de François Hollande, c'est exactement la stratégie qu'il emploie. Hein. Millefeuille argumentatif, accumulation d'arguments, d'objections, d'attaques les unes sur les autres pendant 2 minutes et en le laissant incapable de répondre, puisque Sarkozy, derrière, il y en avait trop qui avait été dit, donc il était resté dans les cordes à encaisser comme un sac de sable. Là, Bardella, c'est un peu ce qu'il tente de faire. Sauf que c'est moins brillant, c'est plus technique, il est sur un sujet auquel de toute façon personne ne comprend rien. La vérité, c'est que personne capte la politique énergétique, qui est pro-nucléaire, qui ne l'est pas, quand est-ce qu'ils ont changé de position, quand est-ce qu'ils n'en ont pas changé. On est sur un sujet qui est trop dur en fait, qui est trop dur à maîtriser. Donc personne ne sait exactement si ce que dit Bardella est vrai ou faux. Et donc là, il vient de cramer 2 minutes de temps de parole en tunnel, en accumulant des arguments. À la fin, on en retient qu'il a tapé sur Attal. Et Attal, il va avoir tranquillement le choix du terrain sur lequel il va répondre en priorité. J'assume d'avoir tenu ces propos, parce que la réalité, c'est que la centrale de Fessenheim, décision du quinquennat de François Hollande de la fermer, début du quinquennat. Aucun investissement dans les années qui ont suivi pour lui permettre de continuer à vivre. Emmanuel Macron est élu en 2017. Oui, en responsabilité. Ça vous gêne qu'on vous rappelle ce que vous avez fait, responsabilité, parce que aucun... Là, Bardella, il parle à son public. Ça vous gêne qu'on vous rappelle ce que vous avez fait. En fait, Attal, il est absolument pas gêné ici. Mais si tu es un soutien de Bardella, ça te fait plaisir d'entendre ça. Et le problème, c'est que Gabriel Attal, il n'a pas l'air particulièrement gêné. Et donc, l'attaque ne peut pas convaincre au-delà de ceux qui sont déjà convaincus. J'ai assumé, effectivement, de dire que nous, on était face à nos responsabilités. Bon, notez que là, Gabriel Attal, il ne parle que de Fessenheim, alors que la déclaration que cite Bardella, il disait pas juste il faut fermer Fessenheim, il disait il faut réduire la part du nucléaire dans notre énergie. Il est en train de faire lui-même un petit biais, de répondre à côté. On a le droit de changer d'avis sur le nucléaire en réalité. Simplement, ici, Gabriel Attal refuse d'en rendre compte. Sa réponse n'est pas honnête, mais il a fait un léger biais, un léger pas de côté pour répondre sur ce qu'il arrange. Et que le ministre François de Rugy, à l'époque, il a été courageusement voir les ouvriers de la centrale de Fessenheim pour leur expliquer comment on allait envisager l'avenir et comment on allait faire la reconversion. Ensuite, je redis que les 14... Vous voyez, là, la technique, elle est bonne. Hein. Il répond sur cette objection, cette attaque ad hominem qui le mettait en danger. Il sait qu'il faut répondre, donc il répond. Vous avez vu comment derrière, il change de sujet le plus vite possible pour ne pas être interrompu, pour passer à autre chose et pour pas qu'on puisse lui faire l'objection. Mais attendez, vous n'avez pas répondu vraiment. Là, vous êtes passé à côté, regardez. Là, tout est dans le rythme. Hein. C'est très bien fait. C'est un geste technique tout à fait bien réalisé. Le ministre François de Rugy, à l'époque, il a été courageusement voir les ouvriers de la centrale de Fessenheim pour leur expliquer comment on allait envisager l'avenir et comment on allait faire la reconversion. Ensuite, je redis... Vous avez vu, c'est dans une même expiration. C'est une tactique qui te permet de ne pas être coupé, et notamment de ne pas être coupé quand tu fais un changement de sujet. Mais donc là, Gabriel Attal, clairement, il n'a pas répondu à l'objection. La véritable réponse de l'objection, ça aurait été de dire « bah oui, on a changé d'avis ». Mais le problème, c'est que l'argument d'Attal, on va le voir tout au long du débat, c'est de dire au RN « vous ne cessez de changer d'avis ». Donc il ne peut pas admettre lui-même avoir changé d'avis. Donc là, on a une malhonnêteté, hein, on a une petite malhonnêteté de la part de Gabriel Attal. Ce que je vais vous dire va vous décevoir. Là, on est encore sur toute la partie que je voulais zapper. On n'est encore pas dans la partie qui devient vraiment intéressante. Le défi climatique est l'un des grands défis de notre génération, qui est lié aussi d'ailleurs à l'explosion de la population mondiale. Le seul problème, monsieur Attal, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, c'est pas un argument. Hein. C'est une manière de dire, ouais, en vrai, ça a l'air d'être la bonne politique, mais je crois qu'il faut pas le faire. Mais je sais pas comment l'argumenter, mais je crois qu'il faut pas le faire. Les ambitions environnementales irréalistes que vous fixez notamment à nos entreprises, comme aux familles françaises, avec la fin des moteurs thermiques. Ah ouais, il va se faire fesser là, c'est terrible. Attends, je vous le mets vitesse normale, c'est terrible. 2035 va entraîner à la fois... Pas la fin des moteurs thermiques en 2035. Pardon.
Enfin, quand vous parlez, on a l'impression qu'on va interdire de rouler en voiture thermique en 2035. C'est la vente de véhicules thermiques. De véhicules neufs thermiques. Bien sûr, sera interdit à l'horizon 2035. La plupart des Français, vous le savez, achètent aussi d'occasion. Premièrement. C'est plutôt en 2050, 60. Non, oui, on voit bien que vous commencez un peu à tasser l'ambition. Parce que la transition écologique et les objectifs du Green Deal entraîne non seulement les conditions d'une dépendance... C'est dur ce qui vient de se passer là. En plus, c'est dur mais assez malhonnête. Ce que fait Gabriel Attal, c'est assez efficace parce qu'il prend l'autre vraiment par le mépris en disant ah, mais c'est 2050. Donc bon, il le prend par le mépris, il a l'air d'avoir le dessus. Alors qu'en réalité, sur le fond, ici, c'est Jordan Bardella qui a raison. Parce que Jordan Bardella parle des entreprises. Il dit vos exigences économiques, elles sont irréalistes pour les entreprises. Et effectivement, pour les entreprises, la date butoir, c'est bien 2035. Gabriel Attal semble avoir le dessus, alors qu'en réalité, il a parlé de toute autre chose. C'est la beauté de la rhétorique. Parfois, il suffit d'avoir l'air sûr de soi et de prendre l'autre suffisamment par le mépris pour sembler avoir l'avantage, alors qu'en réalité, sur cet argument, la rigueur est du côté de Bardella. Non seulement vous allez porter un coup très dur au pouvoir d'achat des familles françaises. Il y a des millions de Français aujourd'hui dans notre pays, monsieur, qui n'arrivent plus à se loger, qui n'arrivent plus à se chauffer, qui n'arrivent plus à se déplacer avec un carburant à 2 € le litre et à qui on vient dire à l'horizon 2035, pour acheter un véhicule neuf, ça sera un véhicule thermique qui va coûter beaucoup plus cher. Deuxièmement, électrique. Vous allez nous faire passer... Là, forcément, Bardella, il se met dedans tout seul, puisque c'est lui-même qui ramène la question sur les consommateurs, alors qu'il était sur les entreprises. Donc là, forcément... Et d'ailleurs, regardez, le sourire d'Attal, il est tellement content. Deuxièmement, vous allez nous faire passer d'une dépendance que l'on connaît, aux hydrocarbures, qui n'est certes pas viable sur le long terme, mais que l'on connaît, on fait quoi, alors à une dépendance totalement inconnue, qui va nous remettre notamment entre les mains de la Chine, et là j'y vois une contradiction, en même temps d'affaiblir les moyens... Attendez, en même temps d'affaiblir les moyens que vous donnez à notre force nucléaire, à notre système énergétique français, et en même temps de se rendre dépendant du tout électrique. C'est là qu'on voit vraiment le niveau de la politique écologique pour Bardella. Il parle de dépendance, alors que précisément, il défend le nucléaire. Le nucléaire, c'est justement une manière de ne pas être dépendant pour l'alimentation des voitures électriques, là où on est sûr d'être dépendant sur le thermique, puisqu'il faut les alimenter en pétrole. Donc là, l'argument de Bardella, déjà, il est claqué. Et puis surtout, vous voyez qu'il ne parle que de dépendance et à aucun moment, il ne lui vient à l'esprit de parler d'émissions de CO2. C'est là qu'on voit le niveau vraiment déplorable de la politique énergétique du Rassemblement national. On commençait maintenant à faire attention au regard de Bardella et au regard d'Attal. Gabriel Attal, il a le regard rivé d'ensuite son interlocuteur, il arrive à soutenir le regard de Jordan Bardella. Jordan Bardella, le regard fuyant. En permanence, il cherche un regard de confirmation chez Caroline Roux. Et ça, c'est vraiment le signe que tu es dominé psychologiquement et que tu es en train de perdre pied dans le débat. Ne pas réussir à soutenir le regard de son interlocuteur. La méthode du Rassemblement national, c'est de dire on est contre tout. Et puis dans 5 ou 10 ans, si on se rend compte qu'on s'est planté, on dit qu'on a changé d'avis. C'est ça votre méthode. Vous vous opposez à tout ce qu'on fait. Voilà la raison pour laquelle tout à l'heure, Gabriel Attal ne pouvait pas dire « oui, c'est vrai, on a changé de pied sur le nucléaire, on a changé d'avis », ce qui est la réalité. Il ne pouvait pas le dire parce que ce serait venu en pollution directe de son principal argument. On y est, ça part de là, et en plus, il le place remarquablement bien, qui consiste à dire, de toute façon, vous dites n'importe quoi, et puis quand ça vous donne tort, bah vous dites j'ai changé d'avis et vous continuez comme ça. Et comme ça, ensuite, vous pourrez dire, si ça n'a pas marché, bah en fait, on a eu raison de s'opposer. C'est caricatural. Alors ça, là, c'est là où tu vois Jordan Bardella, et on va le voir à plusieurs reprises, il est vraiment mis en difficulté, c'est-à-dire que là où il devrait avoir un vrai contre-argument, une vraie punchline, une vraie réponse, vous êtes caricatural. Ça, c'est l'équivalent de « oh, c'est méchant de dire ça ». C'est le petit contre-argument généralisant qui est totalement incantatoire. Vous êtes caricatural. Oui, non, pourquoi, on ne sait pas. C'est un argument qui n'est pas un argument en réalité. Ce que fait Jordan Bardella, c'est juste qu'il parle. Il parle, mais sans être capable d'argumenter sa parole. Il sait qu'il ne peut pas rester silencieux, mais il n'a rien à dire. Sa réponse, c'est de dire « mais c'est vraiment ça, quoi. C'est mais c'est méchant ». Pourquoi est-ce que vous étiez pour la sortie de l'euro et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'euro? Vous étiez pour la sortie de l'Union européenne, maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Union européenne. Vous étiez pour le Frexit et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Europe. Regardez ce que fait Gabriel Attal. Il a fait une énumération en 3 termes, dont le 3e est équivalent au second. Quand tu te lances dans une énumération, en rhétorique, il faut que tu aies un 3e terme. Une énumération de 2 termes ne fonctionne pas, ne donne pas un sentiment de complétude. C'est vraiment l'énumération ternaire qui semble naturelle. Une énumération binaire, c'est presque pas une énumération. Donc tu as besoin du 3e terme. Et là, en fait, il en avait pas. Et donc, il a dit 2 fois la même chose à la fin. Mais c'est pas grave, ça valide la figure, le coup est porté, il est validé. Pourquoi est-ce que vous étiez pour la sortie de l'euro et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'euro?
Voilà, premier terme. Vous étiez pour la sortie de l'Union européenne, maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Union européenne. Deuxième terme. Vous étiez pour le Frexit, et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Europe. C'est la même chose que le deuxième. C'était juste pour valider son énumération ternaire. C'était juste pour avoir son 3-hit combo. Mais c'est bon, le 3-hit combo est validé, l'attaque porte. Si tu fais pas gaffe, tu peux avoir l'impression que Jordan Bardella vient de se faire enchaîner, alors qu'en réalité, Gabriel Attal a dit 2 fois la même chose. La question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui? Vous voulez répondre à cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Est-ce que vous pouvez répondre au moins à cette mais question? restez élégant, monsieur Attal. Je vous pose une question. Vous êtes Premier ministre de la France. C'est un peu l'équivalent de vous êtes caricatural. On voit mal ce qui est inélégant dans l'argumentation de Gabriel Attal. Il est offensif, mais en l'occurrence, on voit mal ce qu'il y a de stricto sensu inélégant. Moi, je me mets à la place des Français qui nous regardent. Ils entendent aujourd'hui, à longueur de journée, le Rassemblement national a changé d'avis sur ces sujets. C'est vrai qu'il y a 5 ans, ils voulaient sortir de l'euro et de l'Union européenne. Maintenant, ils disent que non. Et vous voyez, on se souvient du débat ici, je ne sais pas si c'était sur ce plateau, entre Mme Le Pen et M. Macron. Mme Le Pen parlait même de l'écu, où les Français allaient payer en écu parce qu'on allait sortir de l'euro. Pourquoi est-ce que vous avez changé? Et voilà, vous le savez, je ne suis pas un grand fan du décryptage du langage corporel, mais il y a quand même quelques postures qui sont des postures naturelles, qu'on a presque tous et qui, quand elles émergent, sont significatives. Les bras croisés, les lèvres pincées. On est sur quelqu'un qui vient de prendre un coup. Il peut rien dire parce qu'effectivement, c'est une réalité que le Rassemblement national n'a cessé de changer d'avis sur des sujets pourtant absolument cruciaux. Les arguments de Gabriel Attal, qui sont des ad hominem. On retrouve l'argument ad hominem, une mise en contradiction de l'autre avec lui-même. Les arguments sont relativement rigoureux et surtout tout à fait efficaces à tel point que ici, Jordan Bardella admet corporellement, inconsciemment, avoir été totalement maltraité dans l'échange. Ce qui est dommage pour vous, et je suis un peu gêné pour vous ce soir, monsieur Attal, parce que... Souvenez-vous, je vous avais dit de vous en souvenir tout à l'heure, c'était assez triste pour vous. C'est le moment de vous remontrer cet extrait douloureux du débat Macron-Le Pen en 2017. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. Vous l'avez entendu? C'est triste pour vous. Pour être franc, je suis pas du tout le premier à relever ça. Hein. C'est quotidien les premiers qui ont relevé dans le débat Jordan Bardella, Valérie Ayé, un grand nombre de répliques qu'utilise Bardella en s'inspirant de Macron 2017. C'est là que tu vois à quel point est-ce que le débat de 2017 est un traumatisme. Est-ce que c'est juste que le débat, lui, il l'a vu, il était jeune militant, et en fait, il y a des phrases qui lui sont rentrées en tête parce qu'il était hyper attentif et ça lui revient sans qu'il fasse gaffe. Est-ce que il s'est vraiment explicitement inspiré du président Macron dans un débat où il a été particulièrement brillant en se disant bon bah tant pis, j'apprends du meilleur même si le meilleur c'est notre adversaire? Ce qui est dommage pour vous, et je suis un peu gêné pour vous ce soir, monsieur Attal, parce que... moi c'est plutôt pour vous que je suis gêné là. Vous avez passé votre campagne... Alors, effectivement, dans le chat c'est vrai, hein. Le truc, c'est qu'en 2017, quand Emmanuel Macron dit c'est triste pour vous, et c'est triste pour vous, derrière il a un follow-up. Derrière, il a de quoi continuer son attaque en démontrant en quoi c'est triste pour vous. Et là, Jordan Bardella, vous allez voir, à plusieurs reprises, il l'a déjà fait une fois, il le fait là, il le refera derrière, il dit « c'est dommage pour vous, c'est triste pour vous », alors que c'est pas vraiment dommage en fait. Bardella, il utilise ça comme un truc rhétorique, mais qui n'est pas assis sur une véritable dominance argumentative. Si derrière, il avait effectivement de quoi terrasser Gabriel Attal, il pourrait se permettre de dire « c'est triste pour vous », mais là, c'est pas vraiment le cas, et donc t'es là, tu dis « ouais, bah, je vois pas trop en quoi c'est triste », et d'ailleurs, Gabriel Attal s'en amuse, regardez, ça c'est le visage de Gabriel Attal quand il dit « bah non, c'est pas vraiment triste pour moi, frérot ». Heureusement que Mme Le Pen n'a pas été élue en 2017, parce qu'avant que vous changiez d'avis, on serait sorti de l'euro et sorti de l'Union européenne. Ça, vous pouvez le dire écouté, aux Français. Attal. Ça, c'est terrible. Bardella l'a cherché, hein, il s'est enferré là-dedans, donc il a complètement ouvert son flanc à ce genre de contre-arguments qui sont terribles. On aurait fermé 14 réacteurs nucléaires. Non, puisque c'est ça, vous avez bien vu qu'on ne les a pas fermés. Et je vais vous dire... c'est terrible ce qui se passe là, c'est terrible. Bardella en pleine difficulté, il sait pas à quoi se rattraper. Regardez, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'était génial ça. Été élu en 2017, parce qu'avant que vous changiez d'avis, on serait sorti de l'euro et sorti de l'Union européenne. Ça, vous pouvez le avez dire écouté, aux monsieur Français. Attal, on aurait fermé 14 réacteurs nucléaires. Non, puisque c'est ça, vous avez bien vu qu'on ne les a pas fermés. Et je vais vous dire... Vraiment, c'est zéro, c'est là il a essayé de se rattraper à une branche qui a pété, il tombe encore plus vite, tu vois. Si on venait écouter, on aurait fermé 14 réacteurs. Bah frérot, moi je suis en responsabilité en fait, nous on est comptable de ce qu'on a fait, donc on a peut-être fait de la merde, mais ça, celle-là on l'a pas fait, non. Moi je crois... Madame Ayé dit qu'elle est pour une Europe fédérale. Moi je crois... Mettez-vous d'accord entre vous, pour en avoir monsieur beaucoup Attal. parlé avec Valérie Ayé, moi je crois qu'on se retrouve tous les deux dans la vision de Jacques Delors. Une fédération d'États-nations. Ça veut dire qu'on a des nations en Europe. La France est une très grande supprimant le et droit belle de veto, nation. par exemple. Mais Jordan Bardella... C'est très intéressant parce que... On peut y aller sur le droit de veto. Non mais ne fendez pas sur ce sujet. Est-ce que vous êtes pour... Vous me parlez du droit de veto. Est-ce que vous êtes pour... Vous me permettez que je vous réponde? Taxe sur les transactions financières au niveau européen. Permettez-moi que je vous réponde. Je vous pose cette question. Vous répondrez. Alors là, ici, Gabriel Attal, il tente de mettre en place une nasse argumentative en posant des questions pour poser des jalons. Donc là, c'est vraiment une tactique de construction. Il tente de faire accepter
plusieurs prémices à son interlocuteur pour ensuite le frapper d'une conclusion qu'il ne pourra plus refuser parce qu'il aura accepté les prémices antérieures. C'est une stratégie qui est développée par Schopenhauer dans l'art d'avoir toujours raison, hein, donc c'est très ancien comme tactique de débat. C'est pas évident à mettre en place parce que en fait, en réalité, tu es souvent moins subtil que ce que tu crois et donc en réalité, on le voit venir à 10 km. Donc là, Bardella, tout en difficulté qu'il soit à ce moment-là dans le débat, Bardella voit le mat en 3 coups et donc il va pas se laisser avoir, hein, évidemment. Vous avez bien compris, on voit tout de suite où va Gabriel Attal. Est-ce que vous êtes pour une taxe sur les transactions financières? Il s'attend à ce que Bardella réponde bah oui, bien sûr, on est pour. Eh bien, justement, en conservant le droit de veto, cette taxe ne sera jamais possible parce qu'on se prendra un veto mécanique de l'Irlande. Donc, vous ne pouvez pas être à la fois pour le droit de veto et pour la taxe sur les transactions financières. C'est ça la ligne argumentative. Attal va jamais pouvoir vraiment la placer. Bardella va s'esquiver, il va pas se laisser avoir. Mais par contre, au passage, Gabriel Attal va recueillir une victoire rhétorique terrible. Est-ce qu'il n'y a pas de non contraignant? Est-ce que vous êtes pour ou contre Madame Ayé est pour la sur les fin transactions financières en Europe? Je peux vous répondre. Allez-y. Permettez-moi que je vous réponde. Votre candidate. Vous avez vu que Jordan Bardella, il voit venir le piège, donc il va tout faire pour ne jamais répondre à cette question. Il sait que s'il répond là et qu'il donne cette prémisse-là, il sait que derrière, il offre à Gabriel Attal de quoi bâtir une mise en contradiction instantanée. Donc il fait tout pour ne pas répondre. Non seulement a dit qu'elle entendait mettre en œuvre une Europe fédérale, c'est son projet, c'est-à-dire donc la dilution de la France, mais qu'elle souhaitait supprimer le droit de veto de la France. Le droit de veto de la France, monsieur Attal, c'est le cœur des nations. C'est le cœur de la souveraineté de la France et c'est le cœur de la souveraineté populaire qui permet précisément au Conseil, à une nation, de dire non. De dire non à une nouvelle fiscalité européenne. Alors, votre de réponse dire sur ce non point. à l'appropriation par Bruxelles C'est des compris, enjeux c'est compris. diplomatiques. Votre Non, ça n'est réponse pas sur ce compris point, parce que si. c'est très important. Et Vous sur avez été parfaitement l'élargissement, clair, la réponse de Gabriel Attal sur ce point. On ne va pas passer la soirée sur les institutions européennes. Vous voulez parler des agriculteurs. cette question est centrale La parce vie qu'on des a... agriculteurs Attention, aussi, je ça pense. arrive. Du coup, allons-y sur la réponse au droit de veto. Aujourd'hui, il y a un droit de veto sur tous les sujets en Europe? Je pense Je vous pose la question. Échec et mat, voilà ce qui se passe quand tu poses une question directe et que l'autre n'a pas la réponse et qui sait pas comment réagir. Le sourire carnassier de celui qui sait qu'il vient de tuer son interlocuteur. Il s'attendait pas à ce que ça passe, mais il se dit ah ouais, vraiment aussi simple que ça, frérot? Vraiment ça, tu contres pas ça? Bon bah écoute. Je pense Je vous pose la question. Aujourd'hui, il y a un droit de veto sur tous les sujets en Europe. Non, il n'y a pas de droit de veto sur tous les sujets. Voilà. Et je conteste ce fonctionnement des institutions. Parce que vous voulez... Il y a un droit de veto sur 2 sujets, je vous réponds. La fiscalité Ah, il est tellement fier de lui. et les affaires étrangères. Est-ce que vous êtes pour ou contre une taxe sur les transactions financières au niveau européen? On en a une en France. Est-ce que vous seriez pour qu'il y ait cette taxe au niveau européen? Non, j'y suis favorable au niveau français. Est-ce que vous êtes pour ou contre une taxe sur les géants du numérique? J'y suis favorable au niveau français, monsieur. Ah d'accord, donc vous, ça ne vous intéresse pas qu'au niveau Je ne veux européen, pas que l'Union puisse capter européenne que les géants puisse du prélever numérique... l'impôt. Mais donc, c'est Ça pas fait une différence entre vous et moi. Que les géants du numérique Parce- qui font des profits considérables en Europe. C'est vraiment pile je gagne face super. Hein. Gabriel Attal, en reposant sa question à de multiples reprises, il est sûr de gagner. C'est-à-dire soit Jordan Bardella dit oui, je suis favorable à une taxe sur les transactions financières, à une taxation des géants du numérique en Europe. Et dans ce cas-là, il lui répond, bah du coup, vous pouvez pas continuer de vouloir le droit de veto puisque c'est à cause de l'Irlande, notamment, qu'on ne peut pas le faire. Et si Bardella répond là, non, j'y suis pas favorable, ben Gabriel Attal gagne quand même en disant ah d'accord, donc vous ça vous dérange pas en fait qu'on ait de l'évasion fiscale et de l'optimisation européenne. Bardella n'a pas de solution. Hein. Là, Gabriel Attal, il sait qu'il va gagner. Tout simplement en reposant la question encore et encore jusqu'à ce que Bardella soit forcé de répondre. Il sait qu'il le coince parce qu'il sait que la position de Jordan Bardella n'est pas soutenable, tout simplement. Selon notre sondage Ipsos, l'immigration doit être la première priorité de l'Union européenne dans les années qui viennent. L'an dernier, l'Europe a accueilli 2,5 millions d'étrangers, dont 380 000 illégaux. Ce sont des chiffres de la Commission européenne. Les Européens... Bon, c'est l'immigration, on fait x2. Alors, attention, trigger warning, tout le débat immigration, ça va être un jeu de... Qui est le plus raciste? Le fait qu'on parle d'être humain, ça n'existera jamais dans le débat. Si vous avez un petit stock de camomille pas loin, effectivement, c'est le bon moment pour prendre un peu de camomille. On a désormais une immigration de fait accompli obligatoire que vous voulez imposer. Alors, immigration de fait accompli, c'est un concept, c'est de la punch. Le problème, c'est qu'il l'a déjà dit 2 fois en moins d'1 minute, il va le ressortir ensuite. Et en fait, c'est le problème d'une punch, c'est tu la sors une fois. Sinon, après, ça sent le réchauffer, quoi. La commissaire aux affaires intérieures a déclaré que nous aurions besoin d'1 million, Madame Johansson déclarait que nous aurions besoin d'1,5 million de migrants par an en plus. Donc, Pour vous, faire quoi?
Parce que l'immigration est un projet pour eux. Et donc il faut continuer, non seulement... Pour travailler? Je ne sais pas, elle ne précise pas sa phrase. À votre avis? Je n'ai pas d'avis, je n'ai aucune confiance dans ces gens-là pour contrôler la politique d'immigration chez moi. Mais Il sort une citation, elle dit qu'on a besoin d'1 million de migrants en plus. Mais elle le dit pour faire quoi? Bah, je sais pas. Bah, quand même, bon, je sais pas, je l'ai pas écouté. Il est sur son sujet, il est sur son terrain, il se prend la balayette gros pied en direct par Caroline Roux. Si vous pensez qu'il faut aujourd'hui un tournant migratoire avec une politique humaine, mais beaucoup plus ferme. C'est pas la peine de vous rappeler que c'est ce qui vient après le mais qui compte. Hein. Dire une politique humaine, mais beaucoup plus ferme, c'est très différent de dire il faut une politique beaucoup plus ferme, mais une politique humaine. La France a éloigné plus que l'Allemagne des immigrés clandestins. Elle a éloigné 4 fois plus que l'Italie, 5%. plus que la Suède. Là, c'est le moment où ils font la compétition de qui est le plus raciste. Hein. Je vais vous dire, même cette bataille de chiffres, pour moi, c'est pas l'essentiel. Peu importe cette bataille de chiffres, c'est pas l'essentiel, dit-il après avoir gagné la bataille de chiffres. D'abord parce qu'on a enfin une vraie protection de la frontière extérieure de l'Union européenne. Parce que c'est ça le sujet, le premier sujet. Éviter qu'il y ait une immigration clandestine qui arrive en Europe. Bon, donc c'est vraiment quel est le plus raciste. Hein. Vraiment, Gabriel Attal, c'est il faut pas que les étrangers viennent en Europe. Et Jordan Bardella, c'est ouais, il faut pas que les étrangers viennent en Europe parce qu'en plus, c'est que des délinquants. Double Vous faites frontière, ça veut campagne dire... sur un fantôme qui n'existe pas. Alors, et encore une expliquez-nous. fois, c'est dommage pour vous parce que Expliquez-nous ce que c'est la double frontière. C'est dommage pour vous. Et c'est vraiment 2 punchs. Et en plus, il les a volés à Macron. le Danemark qui s'est associé ces derniers jours, on l'a vu dans la presse, à une quinzaine d'autres pays européens qui, contrairement à vous, ne veulent plus accueillir une immigration supplémentaire avec l'ambition de se rassembler, Sur la de double se frontière, vous réunir, voulez vraiment pas nous en parler? y venir, et de traiter l'asile dans les ambassades et consulats des pays. Regardez comme il est fier de lui, Gabriel Attal. Joli sourire asymétrique. C'est vraiment l'expression faciale du mépris. Hein. C'est la seule émotion qui est asymétrique. Là, on voit tout le sentiment de supériorité éclatant de Gabriel Attal. C'est ce qui le rend insupportable. Hein. C'est ce qui fait que ce débat, même si c'est, bon, vous l'avez compris maintenant, Jordan Bardella qui le perd, mais extrêmement nettement, Gabriel Attal, il ressort auréolé de la victoire. Il ressort aussi en ayant vraiment donné l'impression d'être hautain, supérieur et méprisant, ce qui, je pense, sur le temps long, est pas forcément une bonne chose pour lui non plus. Je souhaite que la libre circulation dans l'espace Schengen soit réservée aux seuls ressortissants européens. Je vous vois déjà. Et voilà, il est content, Attal. Il est content, il sait qu'il va gagner. Alors il va gagner, mais d'une manière fallacieuse, mais il va gagner quand même. Comment vous faites pour contrôler tout le monde aux frontières terrestres de la France? Votre mesure, c'est une double frontière. Une double frontière, c'est ça? C'est pas parce que on a un demi-million de Français, qu'on appelle des travailleurs frontaliers, qui tous les jours traversent en voiture les frontières de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, de la Suisse, de l'Espagne, pour aller travailler de l'autre côté de la frontière. Là, ce que vous expliquez, c'est comme on fait une double frontière, maintenant on va contrôler tout le monde pour vérifier si la personne a tel titre de séjour ou pas. Mais alors comment vous contrôlez les règles que vous êtes en train de dicter? Attendez, quand vous êtes à l'aéroport, Alors ça a l'air d'être fort. Le fait de dire, bah, si vous voulez faire une double frontière, ça veut dire qu'il va falloir contrôler tout le monde à la frontière française. Donc vous remettez des fils de contrôle sur toutes les frontières, les travailleurs frontaliers qui vont devoir faire la queue, etc. Ils vont être en boucle là-dessus. Bardella commence en disant, nous, ce qu'on veut, c'est que les Européens puissent circuler dans l'espace Schengen, mais que les extra-européens, eux, soient bloqués dans leur pays d'accueil. C'était italien, français, allemand. Là, tu peux circuler comme tu veux. Attal lui dit, mais du coup, vous allez rétablir des contrôles aux frontières partout, vous êtes un monstre, pensez aux travailleurs frontaliers, etc. Bardella répond, bah non, on va faire des contrôles aléatoires. Et Attal répond, ah oui, donc grosso modo, votre proposition, vous commencez en disant on va faire une double frontière et à la fin, c'est juste faire un peu plus ce qu'on fait déjà. Il a l'air de triompher, c'est complètement fallacieux parce qu'il fait comme si il n'y avait pas à l'origine de cela un véritable changement normatif. Ce que dit Bardella, c'est pas juste on fait un peu plus de contrôle aléatoire, c'est on fait un peu plus de contrôle aléatoire et on interdit aux extra-européens de franchir la frontière. C'est-à-dire que là, il y a une vraie proposition de Jordan Bardella qui consiste à dire rétablissement des frontières intra-européennes pour les extra-européens. Et ça, Attal fait comme si ça n'existait pas et donc comme si la proposition de Bardella n'était rien d'autre que ce que eux font déjà. Ils sont encore dans le concours de qui est le plus raciste, hein. Ça n'a pas changé. Mais là, vous voyez bien que Gabriel Attal semble triompher en montrant, parce qu'il donne l'impression de montrer qu'en fait, derrière la grande proposition de double frontière du Rassemblement national, il n'y a rien, alors qu'en fait, il ignore le cœur de la proposition de Jordan Bardella. Comme Jordan Bardella est une quiche et qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train de se faire balader, ça ne lui vient pas à l'esprit de lui rappeler ça. Donc après, c'est de la faute de Bardella. Il n'est même pas capable lui-même de repréciser sa propre proposition sur le sujet sur lequel, en théorie, il est le plus à l'aise. C'est intéressant de voir que ici, Gabriel Attal l'emporte, certes,
mais il l'emporte en triomphant d'une manière fallacieuse. Bon, ça lui autorise cette punchline. En fait, votre programme, c'est un banco. Non. Il y a Votre programme à plein de vous, c'est de promesses, faire rentrer il y a tout le plein de monde. promesses, mais quand Pas on le rate, mien. il n'y a rien derrière. Aïe, 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 aïe. Vous l'avez entendu passer, celle-là, elle est dure. C'est la punch du débat. Elle était préparée, évidemment. Votre programme, c'est un banco. Il y a plein de promesses, mais quand on gratte, il n'y a rien derrière. C'est dur. C'est vraiment Gabriel Attal qui débat de manière ultra crade. Il a fait complètement un homme de paille. Il exagère la position de son adversaire. Il la travestit, il la caricature pour donner l'impression qu'elle se réfute. Et quand Bardella essaye de remonter dans le débat en disant « Mais non, mais c'est pas ce que j'ai dit », il assène une punchline qui lui permet de clore le débat, de donner l'impression que c'est lui qui est vainqueur, alors qu'en fait, sur le fond, son argumentation, elle était d'une très faible qualité. C'est le jeu du débat, tu tentes un truc, si l'autre réussit pas à le contrer, le point est pour toi et c'est tout, c'est comme ça. Votre projet, c'est de faire rentrer tout le monde en France, pas le mien. Mais pas Parce que ça, je votre considère projet. que Et voilà, et du coup, Bardella, il se sent en difficulté. Donc comme il se sent en difficulté, il tente une extension à son tour, il tente un homme de paille à son tour. Mais vous, votre projet, c'est de faire rentrer tout le monde. Bon, ben, et là, en fait, c'est trop facile à contrer. Gabriel Attal va le faire en 2 mots et ce sera échec et mat. Rien derrière. Monsieur Attal, votre projet, c'est de faire rentrer tout le monde en France, pas le mien. Mais pas du Parce tout. que C'est ça, je votre considère projet. que Mais c'est pas du tout l'immigration notre et la projet. politique Je vous ai migratoire que vous expliqué menez justement comment- déstabilisent je vous ai aujourd'hui expliqué notre justement société. comment Donc, on allait être plus oui, efficace il y aura des renforts. à la Et vous savez, frontière de l'Union il européenne. existe un petit pays, Avec des tout vrais petit garde-côtes pays. qui vont pouvoir contrôler, avec enfin un examen des demandes d'asile à la frontière de l'Union européenne pour qu'on puisse dire tout de suite à des gens qui n'ont pas vocation Il à existe. être accueillis en Europe Il parce que c'est pas des combattants de la liberté, parce qu'ils ne sont pas persécutés, vous rentrez chez Il vous et on existe, vous accompagne. monsieur C'est le ça. Premier Sauf ministre. que Et voilà, bravo Gabriel Attal, qui a l'air suffisamment raciste pour triompher de cette partie du débat. Si demain nous arrivons à la tête de l'État, nous organiserons un référendum sur la question de l'immigration pour faire rentrer dans la Constitution française tout le bouclier juridique, politique, compris. administratif pour reprendre Il y a le eu contrôle, 3000 ce qui les rendra refoulements à la intouchables frontière de aux Menton jurisprudences depuis le début de européennes l'année. et internationales. Je voudrais parler d'une autre immigration. Là, Jordan Bardella, il parlait à ses soutiens. Il voulait juste que les militants RN l'entendent dire référendum, immigration, Menton, on fera mieux. Faut qu'il sorte en donnant au moins l'impression d'avoir posé sa position, d'avoir posé son argumentation. pourquoi vous n'avez pas voté la résolution qui apporte un soutien à Alexei Navalny, qui croupissait dans les geôles russes et qui est décédé aujourd'hui? L'Union européenne de faire de la diplomatie. Mais pourquoi alors Si vous le- avez voté une résolution si votre de soutien projet- à Cuba? Si Pourquoi vous avez voté une votre résolution projet- sur Cuba? Parce qu'ils sont communistes. Mais non, mais parce que Le retour d'OSS 117. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté la résolution en soutien à Alexei Navalny? Parce que c'est pas le rôle de l'Europe d'avoir des positions diplomatiques. Bah, dans ce cas-là, pourquoi vous avez voté la résolution qui condamnait Cuba? Ah bah parce que eux, ils sont communistes. Là, c'est vraiment la démonstration éclatante de ce que dit Gabriel Attal. Ils sont pas libres de leur vote. Or, soit ils sont pas libres de leur vote, soit ils ont une vraie inclinaison russophile, voire poutinophile. Ça, c'est vraiment un ad hominem, une mise en contradiction de l'autre avec lui-même. Soit tu arrives à lever la contradiction, soit tu passes pour un jambon, c'est la règle. La sanction est terrible, le vote est irrévocable. Il passe évidemment pour le dernier des jambons. Bravo Jordan. parce que vous êtes faible avec les forts et fort avec les faibles. Cuba, c'est La tête de Bardella, c'est la tête de la défaite. Il rigole presque. Non, il rigole pas. Là, c'est vraiment la tête du mec qui se dit « Oh putain, ça fait mal ». Il vient de prendre le coup de plein fouet et il a rien encaissé du tout. Il sait que ça le fauche en plein vol. la Russie qui nous a financé. Monsieur Attal, On ne vote pas de redressez-vous, résolution pour monsieur dénoncer Attal. leur C'est pas de comportement. votre niveau. Ouais, toujours pareil. Alors, ça, c'est vraiment la tactique rhétorique de Bardella. Quand il est en difficulté, il bascule sur l'ad personam. Vous êtes caricatural, c'est pas de votre niveau, c'est triste. Mais c'est des ad personam qui ne reposent sur évidemment aucun argument. C'est des ad personam gratuites, une mise en cause personnelle de l'adversaire gratuite. Ça peut marcher si tu es capable de l'argumenter derrière. Mais là, tout le monde voit bien qu'il est complètement dominé. Et tout le monde voit bien que la question, c'est pas est-ce que c'est du niveau de Gabriel Attal ou pas. C'est que lui n'est pas au niveau. Vous avez du mal à Des uns épouser et des votre autres. costume de Premier ministre. et je trouve que c'est bien. Malheureusement, Encore les attaques ad personam gratuites de Bardella. En fait, il est tellement en difficulté qu'il balance juste des pics personnels mais sans jamais les argumenter. Ça ne marche que si tu es effectivement dominant. C'est-à-dire que ce type d'attaque ad personam, ça peut être dévastateur si vraiment tu es en train de prendre l'ascendant et si vraiment l'autre se ridiculise. Et là, ça peut être terrible. Mais en fait, il est en difficulté, Bardella, depuis le début. Donc, à chacune de ces nouvelles attaques ad personam, t'es juste là, tu dis, bah, si frérot, en fait, il a l'air sacrément Premier ministre et toi, t'as l'air sacrément en difficulté. Vous avez le fédéralisme Vous honteux. êtes- vous monsieur êtes- On refait pas. Là, c'est vraiment les punchs qui sortent de nulle part. Vous avez le fédéralisme honteux. Bardella, il n'argumente plus rien. Il est juste dans de l'accusation directe. La personne que vous avez en face de vous considère que s'il arrive en tête La le popole. 9 juin prochain, il faut C'est la dissoudre popole. l'Assemblée nationale et donc éventuellement prendre votre place. je constate d'ailleurs que vous passez votre temps à parler d'une assemblée où vous n'êtes pas élu.
plutôt que de passer du temps dans l'Assemblée où vous êtes élu, c'est-à-dire le Parlement européen. Ça, c'est un argument ad personam qui claque. Ça, c'est un ad personam qui touche sa cible parce que c'est fondé, parce qu'il y a des chiffres, parce que ça repose sur des enquêtes journalistiques qui ont déjà été faites, que Bardella a déjà été attaqué sur cette question en ayant bien du mal à répondre. Donc voilà, c'est facile, c'est ad personam, c'est méchant, mais ça marche, voilà. Moi, ce que je pense de tout ça, le débat, c'est effectivement victoire par KO de Gabriel Attal. Il a réussi à mettre plus qu'en difficulté Jordan Bardella. C'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on a passé des années à dire oui, Marine Le Pen, elle est redoutable, elle est forte, le jour où elle sera en débat dans l'entre-deux tours, ça va être un massacre. Et puis le jour où elle a été en débat en entre-deux tours, ça a été un naufrage. Mais vous allez voir, Jordan Bardella, lui, c'est autre chose. Lui, il est fort. Lui, le jour où il va arriver en débat, il va dead ça va être terrible. On a vu hier Jordan Bardella face à quelqu'un à qui on a fait quelques fiches, qui a un peu révisé et qui est solide sur ses dossiers. Il tient pas 2 secondes. Un débat ne fait pas un vote. Il ne suffit pas d'avoir le dessus lors d'un débat pour ensuite avoir le dessus dans l'élection. C'est toujours beaucoup plus compliqué que cela. Donc ne présumons pas du vote des Français, ne présumons pas des résultats des élections, ni celle-ci, ni les suivantes. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que cette espèce de fantasme de Bardella, c'est un tueur en débat, c'est un génie, il va mettre tout le monde à terre, on a bien vu que c'était faux. Sur l'organisation de ce débat, quels en seront les effets? Vous l'avez vu comme moi, ce débat, c'est une mise en scène digne d'une élection présidentielle. Le dispositif télévisuel était le même. On voit bien que ce débat captive, intéresse, qu'on a envie de s'y intéresser, qu'on a envie de le regarder, qu'on a envie de savoir quoi en penser, parce que, tout simplement, c'est un grand débat politique qui fait écho par sa réalisation, par la tension qui y est mise, qui fait écho au débat présidentiel. De la part de France 2, je le dis, c'est totalement irresponsable. Ce qu'on a vu, ça restera un débat où on a vu Jordan Bardella débattre comme un candidat au 2e tour de la présidentielle. Gabriel Attal, il est Premier ministre, c'est vrai, mais Premier ministre seulement. On a vu Gabriel Attal débattre comme un candidat à l'élection présidentielle. Par sa mise en scène, ce débat a installé l'un comme l'autre dans le costume de présidentiable. Alors que pour l'un comme pour l'autre, ça ne va absolument pas de soi. Gabriel Attal, il est Premier ministre, certes, mais je vous rappelle qu'il y a quand même du monde à côté de lui pour revendiquer l'héritage d'Emmanuel Macron. Ce débat, par sa mise en scène télévisuelle, vient d'installer, sans la moindre légitimité, Gabriel Attal comme l'héritier presque naturel d'Emmanuel Macron. Pourquoi lui faire un tel cadeau? C'est le choix de France 2 pour faire de l'audience, de mettre Gabriel Attal sur ce plateau alors même qu'il n'est pas tête de liste, invisibilisant du même coup Valérie Hayé qui n'a absolument pas voix au chapitre alors que, me semble-t-il, c'est elle qui est censée guider, qui est censée mener la bataille aux européennes. Elle n'existe pas. Quant à Jordan Bardella, alors c'est vrai, Jordan Bardella, d'accord, il fait une belle campagne, il a de belles intentions de vote, de beaux sondages. Qu'est-ce qui justifie que Jordan Bardella est la primeur d'un débat contre le Premier ministre? On a un problème absolument fondamental. On a assisté hier soir à la construction médiatique de 2 personnages politiques, sans la moindre raison. Par ailleurs, ce débat, et ça France 2 ne pouvait que le savoir, continue à installer l'idée que le grand duel français, la grande opposition française, ce serait entre le Rassemblement national et la Macronie, l'extrême droite et la Macronie, invisibilisant du même coup tout un pan de l'échiquier politique, en l'occurrence la gauche. Qu'est-ce qui justifiait que Raphaël Glucksmann ne soit pas présent dans ce débat, alors même qu'en termes d'intention de vote, il est au coude à coude avec Valérie Hayé? Absolument rien. Je crois que ce à quoi nous avons assisté hier soir, c'est bien sûr une débâcle absolue pour Jordan Bardella, on l'a commenté, mais c'est aussi une vraie défaite pour la démocratie française, pour le débat public français. C'est une vraie défaite pour notre République. C'est nous, citoyennes et citoyens, qui sommes les perdants parce que nous avons vu une chaîne de télévision pour le simple fait de l'audience, alors même qu'on est sur le service public et que l'audience ne devrait pas être un critère. On a vu une chaîne de télévision introduire un biais, une distorsion manifeste dans le débat politique, et ce, peut-être pour longtemps. C'est ça qui s'est produit hier, et je pense à titre personnel que c'est extrêmement problématique. Je conclus en citant, hélas, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Quelle indignité! Et nous sommes sur le service public.